Et j'accueille donc Perrine Quenesson qui va modérer la suite de cette matinée et évidemment Gilles Fraissinet pour une conversation autour de la stratégie numérique d'Arte. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Sarah pour cette introduction et merci Cécile pour la présentation de cette étude. Bienvenue à cette journée, enfin on vous l'a déjà dit, cette journée sur l'année documentaire du CNC. J'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Gilles Fraissinet qui est directeur du développement numérique d'Arte pour parler, et ça tombe bien, de stratégie numérique d'Arte. Donc ça tombe sous le sens. Avant de débuter, parce qu'on a une très belle présentation faite par Gilles, je tiens à préciser. Mais avant de débuter, est-ce que je peux vous demander rapidement peut-être un commentaire sur l'étude qui vient d'être présentée par Cécile Lacou? Ce que je trouve intéressant dans l'étude, c'est de montrer à quel point on peut finalement, à travers le documentaire et toutes ses formes, s'adresser à des publics très larges et pas uniquement se cantonner à un public qui regarderait soit les documentaires à la télévision à une heure précise, soit irait au cinéma les regarder. Donc je trouve que c'est assez porteur d'espoir finalement. Après, assez aussi complexe de comprendre tous ces usages-là, puisque la façon d'y accéder est devenue très large et les formes sont devenues très variées. Et quand on voit à la fin des demandes d'aller sur l'hybride, sur la réalité virtuelle, sur des formats très différents, du point de vue d'un diffuseur et je pense encore plus d'un producteur, ça ouvre plein de perspectives, mais aussi plein de choses trappes. Et donc, c'est assez compliqué, je trouve. Par contre, ce que l'on voit aussi dans cette étude, je trouve que c'est que la capacité à essayer des choses nouvelles peut être aussi une source de succès et de regain d'intérêt pour une matière qui peut être parfois un peu distante d'un public jeune. Enfin, je pense au public jeune pour le coup. Et donc, j'ai trouvé très riche. Il faut arriver à canaliser tous ces enseignements et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Justement, on va voir déjà avec vous, parce que plusieurs exemples, notamment de ce que explore Arte autour du documentaire et des différentes formes et écritures. Je crois que vous avez une petite présentation, on peut peut-être la lancer, un petit historique, en tout cas, d'Arte, présentation notamment du lien d'Arte avec le numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, ça va se lancer, je crois. Non, mais je vais aller assez vite sur l'historique, mais je pense que c'est intéressant que tout le monde, que vous le connaissez peut-être un petit peu, mais le rappel ne fait pas forcément de mal. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que aujourd'hui, on ne se vit pas Arte comme une chaîne de télévision franco-allemande, mais vraiment comme une plateforme culturelle européenne. Alors, ça peut être un peu subtil, mais les mots ont leur importance ici. C'est de se dire que on ne propose pas de la matière documentaire, plus spécifiquement pour ce matin, et plus largement de la fiction, du cinéma, des magazines, pour une chaîne de télé dont les programmes pourraient être un jour se retrouver sur le numérique, toutes les formes du numérique qu'on peut imaginer, mais qu'on imagine vraiment les contenus pour à la fois la chaîne de télévision, pour la plateforme arte.tv qui est vraiment le cœur du réacteur aujourd'hui de notre offre, et pour les chaînes sociales sur lesquelles on va revenir assez longuement tout à l'heure. Là, cette présentation, elle était pour vous montrer à quel point à la fois l'historique, mais aussi l'enjeu européen est important pour nous, notamment avec le petit chiffre tout en bas à droite qui vise à montrer que le numérique, en fait, nous permet d'être pleinement européens, puisque 70% des Européens peuvent regarder des programmes dans leur langue maternelle, grâce notamment à l'offre multilingue, évidemment, mais qui est possible aussi sur le numérique. C'est beaucoup plus difficile dans un monde analogique de diffuser ces types de programmes dans chacun de ces pays-là. Après, très rapidement, alors je ne fais pas l'historique, mais ce qui était intéressant aussi sur les formes documentaires, c'est de se rappeler que avant la vidéo sur le numérique, il y avait l'audio aussi, et que Arte Radio existe depuis 2002 et que c'est là aussi où on peut retrouver de la forme documentaire pour le numérique, ce qui peut paraître bizarre quand on est une chaîne de télé qui se lance sur le numérique, mais en fait, l'historique veut ça, c'est qu'en 2002 a été créée une offre de podcast qui s'appelle Arte Radio
vidéo qui existe encore et dans laquelle on peut imaginer des formes documentaires adaptées à des usages numériques avant même que YouTube ou Dailymotion fassent émerger la vidéo sur le numérique, c'est-à-dire autour de 2005-2006. Et du coup, en essayant dès le début, dès 2002, de comprendre ce qu'était l'usage en fait sur le numérique pour y proposer des offres éditoriales adaptées. Et donc, c'est pas juste une anecdote pour fêter les 21 ans d'Arte Radio, mais c'est vraiment pour se dire que dès le début, les équipes d'Arte se sont posé la question de quel est l'usage sur différents types de plateformes et différents types de supports aussi. Il n'y avait pas le smartphone à l'époque, c'était surtout sur un ordinateur, pour comprendre quel type de contenu on pouvait proposer et pas uniquement faire ruisseler ce qui vient de la télévision sur des plateformes vidéo. Ensuite, il y a une période où je montrerai une bande-annonce juste après d'un programme interactif dans les années 2000 où l'idée c'était de comprendre comment le numérique nous permet de raconter des histoires différemment en matière documentaire. Donc, trouver la capacité, la voie de retour en fait. Le numérique permet la voie de retour et donc d'avoir cette logique de documentaire interactif, de documentaire dans lesquels on peut agir, interagir avec les contenus. Je ne sais pas si on peut mettre la bande-annonce de Do Not Track en fond, ou même on va la proposer. Je vous raconterai juste après ce qui est Do Not Track, qui était un documentaire interactif assez important pour nous dans les années 2010, que l'on a coproduit avec l'ensemble de ses partenaires sur une proposition du PIAN. Et on va peut-être lancer la bande-annonce. Ouais. Alors, sur la bande-annonce, l'idée, c'est je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Do Not Track, qui est un documentaire en fait, qui montre comment fonctionne Internet, comment, en fait, quand Internet est gratuit pour chacun d'entre nous, finalement, le produit, c'est nous, c'est les données que l'on met à disposition des fournisseurs de contenu sur Internet, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Et donc, le documentaire était intéressant dans le sens où il permettait, par la forme, de comprendre finalement la matière qu'on évoquait. Donc on avait différents épisodes qui permettaient de faire le test de comment les réseaux sociaux nous enfermaient dans une bulle de filtre, comment des plateformes de publicité utilisaient nos données pour mieux cibler tel ou tel annonceur pour mes usages. Et donc là, cet exemple, je l'utilise pour montrer comment en fait une forme numérique, une forme adaptée au numérique peut émerger en traitant la matière numérique, là pour le coup, mais permettant aussi de ne pas uniquement être dans une logique de reproduction de ce qui se passe sur un média principal qui est la télé ou le cinéma, mais d'adapter encore une fois la forme et le fond au sujet. Et d'ailleurs, j'ai une petite question avant qu'on continue, c'est que est-ce que le documentaire, selon vous, est soluble dans toutes les formes d'écriture, dans tous les formats ? Alors, dans toutes, je ne sais pas. Ce qu'on essaie de voir, c'est à quel endroit on peut proposer de la matière documentaire, que ce soit en prise de vue réelle, en animation, en série, en unitaire, interactif par interactif, sur différentes plateformes, dans différents codes. Je pense qu'il y a ce que va montrer cette présentation et notre échange, je pense, c'est que par l'envie que peut avoir ou que peut faire émerger Arte auprès des partenaires, des auteurs, des créateurs avec qui on peut travailler, c'est que en fait, on essaie de faire émerger des créations de personnes qui ont différents types d'écriture, ont peut-être différentes langues maternelles ou langue vivante numéro 1. Pour certains, ça va être l'interactif. Pour d'autres, ça va être Twitch. Pour d'autres, ça va être le documentaire de 52 minutes. Et donc, le numérique nous permet toutes ces possibilités, en fait, d'essayer tous ces types de formes-là, sérielles, unitaires, enfin, on va en montrer différentes. Et je ne sais pas si c'est soluble dans toutes les formes. En tout cas, je pense que toutes les formes peuvent permettre de parler de matière documentaire dès lors qu'on a l'envie et peut-être la volonté d'un auteur, d'une autrice de raconter le monde dans lequel il vit, dans lequel elle vit, à travers une forme qu'il ou elle maîtrise ou qu'elle a envie d'utiliser. Donc, je suis plutôt tenté de dire oui.
Et juste comme ça, est-ce que vous avez une idée, je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, mais du budget d'Arte sur le numérique et sur le documentaire peut-être? Alors, globalement, le budget programme d'Arte France, il est autour de environ 150 millions d'euros. Et ce que l'on consacre au numérique évolue chaque année. Alors, on est aujourd'hui à un peu plus de 10-12% du budget programme dédié aux offres numériques. Et pour rentrer un petit peu dans peut-être dans côté cuisine. Ce qui est important à savoir, c'est que l'ensemble des unités avec lesquelles vous avez peut-être eu l'occasion de travailler ou que vous pouvez connaître au sein d'Arte, l'ensemble des unités ont vocation aussi à coproduire, à acheter et coproduire des programmes pour le numérique. Il n'y a pas uniquement l'unité numérique des créations numériques qui est dédiée à cette création-là, mais aussi l'ensemble des unités qui achètent et coproduisent pour l'antenne de télé sont aussi présentes pour acheter et coproduire pour le numérique. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de Arte.tv qui est au cœur du réacteur de notre offre et donc concerne l'ensemble des équipes. Donc à peu près 10-12% du budget programme dédié au numérique avec une progression qui a été forte ces dernières années puisqu'on partait de 4-5% il y a 7 ou 8 ans. J'ai d'autres questions, mais je vous laisse continuer la présentation. Ok. Mais j'arriverai par surprise. Ça marche. Là, en fait, l'idée, c'est de vous montrer différents exemples. Et évidemment, c'est un choix très arbitraire et qui permet juste de montrer la variété des écritures. Comme on le disait, le documentaire est-il soluble dans différentes formes. Cet exemple-là, qui est une production de Darjeeling, qui montre à quel point on aime bien faire le lien entre les questionnements autour des enjeux du numérique. Donc là, c'est basé autour de la chronique qui s'appelait Rue 69 sur Rue 89 sur les déboires des usages des applications de dating. Et c'est un documentaire enrichi par de l'animation. Donc l'animation peut donner un contrepoint, un complément de la matière documentaire sous forme de série, donc d'épisodes bouclés, qui permet peut-être de s'adapter à des usages. Si je fais un petit flashback sur l'étude qui a été présentée tout à l'heure, c'était une des premières mentions de la dernière page, le besoin de format court ou sériel, l'envie de format court ou sériel. C'est une façon aussi de s'adresser différemment à un public. Donc je trouvais intéressant de montrer cet exemple-là. On ne va pas forcément lancer la bande-annonce, mais de montrer à quel point la matière, l'animation était importante aussi. Je prends un autre exemple qui s'appelle Une espèce à part pour ne pas uniquement parler des enjeux numériques, parce que l'idée, c'est pas de parler que du numérique sur le numérique, mais on peut aussi parler de science. Une espèce à part nous montre le monde dans lequel l'homme vit et sa place qu'on pense, nous, êtres humains majeurs, incontournables et importantes. Et on va se rendre compte dans la série documentaire que c'est pas forcément le cas. Cet exemple-là, il est pour rebondir sur les enjeux de présence, notamment sur des plateformes comme YouTube. On l'a vu dans l'étude juste avant. C'est un endroit qui permet de faire émerger du documentaire. Pour nous, la plateforme YouTube, c'est une source de présence très importante, à la fois pour des documentaires dédiés à cette plateforme. Une espace à part, c'est une série documentaire qui est aujourd'hui à peu près à 20 millions de vidéos vues. Donc, on ne parle pas de 50 personnes qui l'auraient croisé sur YouTube. Donc, une audience importante et intéressante, là, pour parler un peu de mécanique aussi, qui est une série documentaire donc, qui a fait à peu près 12 millions de vues sous forme sérielle, mais qui est proposée aussi en version intégrale et qui a régénéré 10 millions de vues en version intégrale. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas uniquement de la place sur les plateformes comme YouTube pour des formats courts de 5 minutes, parce que le public plus jeune aurait envie de voir uniquement des programmes très très courts et très rythmés et n'aurait pas le temps.
il y a la place aussi pour des formats longs. Et à titre d'exemple, les programmes documentaires que l'on peut proposer sur arte.tv, qui soient spécifiques à arte.tv ou qui viennent de l'antenne, se retrouvent également sur YouTube et ont des audiences assez importantes, que ce soit de l'histoire, de la géopolitique, de la science. Donc, on n'a pas forcément des logiques de cloisonnement entre de la matière documentaire qui serait que pour la télévision, une autre qui serait que pour YouTube, une autre qui serait que pour arte.tv. On voit bien que les récits peuvent intéresser les publics à différents endroits. L'enjeu pour nous, au-delà, et là je fais une petite parenthèse, au-delà des formats et de la création, l'enjeu c'est aussi pour nous d'être disponible, d'être présent auprès des publics, d'être au milieu, finalement au cœur des navigations des utilisateurs et finalement un petit peu d'être trouvé sans qu'ils nous cherchent. Dès lors qu'ils nous trouvent sans avoir forcément eu absolument la démarche de devoir allumer une chaîne de télé sur la 7 ou d'avoir été sur arte.tv et qu'ils s'intéressent aux documentaires et qu'ils ne font pas que zapper dessus, pour nous c'est aussi une façon de rendre soluble la matière documentaire à différents endroits. Et vous parliez de 20 millions de vues, notamment, par exemple, pour Une espèce à part. Mais comme ça, est-ce que vous avez une idée de ce qui, sur Arte, soit en termes de format, soit en termes de thématique, va le mieux fonctionner ? Et c'est là où, en fait, en fonction des plateformes et même des supports, le téléphone, l'écran d'ordinateur ou la télé, ça va être un petit peu différent. Alors, il y a des choses assez faciles à imaginer en se disant que, évidemment, plus l'écran est grand, plus ça va être des formats longs. Mais même sur un écran d'ordinateur, sur YouTube, des formats de 52 ou 90 minutes sont beaucoup regardés. Après, en termes de thématiques, les documentaires historiques et scientifiques marchent très très bien sur YouTube, la géopolitique aussi. Sur arte.tv, on va être beaucoup plus généraliste, c'est beaucoup plus large l'offre documentaire qui va être regardée et beaucoup la fiction aussi, et évidemment le cinéma. Et ensuite sur d'autres plateformes comme les réseaux sociaux, on va un petit peu en parler. Là, ça va être des formes dédiées, spécifiques à ces plateformes-là. Et peut-être que je vais y venir tout de suite en parlant d'un programme qui s'appelle Fragment. Je vais zapper un petit peu rapidement. Un programme qui s'appelle Fragment. Peut-être qu'on peut mettre les images en fond. Juste pour que vous voyez, assez simple, c'est vraiment assez simple à comprendre. Fragment, c'est une production avec Urbania et 2P2L, donc une coproduction franco-canadienne sur un projet d'Aurélie Sfez qui vise en fait à travers des témoignages divers et variés que vous voyez là, à faire un kaléidoscope du monde dans lequel on vit autour d'anecdotes qui sont touchantes, alors marrantes, tristes, émouvantes, mais de montrer un peu le monde dans lequel on vit à travers des fragments de vie justement. On montre l'exemple ici de quelques vidéos pour voir à quel point on est évidemment dans des codes très liés aux réseaux sociaux, c'est-à-dire de la vidéo verticale, un fond simple, une personne qui nous regarde ou qui est pas loin de regarder l'utilisateur, qui sont les vidéos que vous retrouvez aussi assez régulièrement sur les plateformes comme Facebook ou Instagram. Tout ça pour dire que en fait, la matière documentaire peut être là encore soluble, ou en tout cas en l'adaptant à différentes plateformes, peut permettre de raconter le monde dans lequel on vit différemment, ou en tout cas avec des points de vue très forts, des points de vue d'auteurs très forts, sans forcément céder à encore une fois de la vidéo très clippée ou très formatée uniquement pour en termes de rythme ou de thématique, parce que là on est sur des histoires vraiment très 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 spécifiques et personnelles. Et donc, vous avez passé un petit peu vite, mais il y avait des formats, Notes on Blindness, par exemple, je crois que c'est plutôt de la réalité virtuelle, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Stoppez-moi si je dis n'importe quoi. C'est parfait. Très bien. Donc il y a ça. Juste avant aussi, il y avait une image d'un format plutôt dédié au téléphone portable.
Exactement, Panama Brown, qui est une production avec Bashi Bouzouk, qui est un mélange de documentaires, de fiction, de bande dessinée, de programmes interactifs pour téléphone autour de l'histoire de Panama Brown, un boxeur des années 30 qui a une vie assez trépidante. Et là, on est dans justement l'hybridation des formes, la capacité à utiliser un support que tout le monde utilise au quotidien, qui est le téléphone, pour y raconter du documentaire, mais de le faire de façon différente que on peut l'imaginer de façon classique pour du documentaire, en utilisant la bande dessinée, l'interactivité, et puis surtout la logique du vertical qu'est le téléphone, enfin la forme verticale qu'est le téléphone. Donc c'est pour nous une façon justement d'essayer avec les auteurs, les créateurs, des formes différentes et originales, on espère. Si on peut continuer à voyager dans cette présentation, il y a aussi se servir vous parliez des réseaux sociaux, pour raconter aussi Instagram. Les fameux filtres Instagram ne servent pas qu'à faire des oreilles de lapin ou de chien, mais peuvent raconter des histoires. Enfin, raconter aussi des histoires même documentaires. Et là, c'est un projet très récent qu'on a sorti il y a 2 mois, qui s'appelle Fortune. Là aussi, on peut montrer les images comme ça, le public comprendra un peu mieux de quoi je parle. Ça peut être un peu abstrait. L'idée, c'était aussi de comprendre. Donc là, vous voyez votre table de salon. Et avec si vous utilisez le filtre Fortune, vous allez voir se déployer sur votre table de salon un documentaire en animation autour de la place de l'argent dans notre vie, alors sous forme d'épisodes. Le premier épisode évoque l'histoire d'un faussaire, donc il nous raconte comment il a utilisé la planche à billets et ce que ça a fait dans sa vie. Et donc ce programme-là, il utilise une technologie que vous utilisez au quotidien quand vous êtes sur Snapchat ou Instagram, qui sont les filtres que vous utilisez quand vous voulez avoir un visage transformé, quand vous téléphonez avec vos enfants et que vous faites justement les oreilles de lapin ou les petits nez de chat. Mais les filtres servent à autre chose peuvent servir à autre chose que à ces gimmicks-là. On essaie justement d'utiliser ces fonctionnalités, ces usages pour les détourner et y insérer de la création. C'est un peu la vocation justement de ces formes-là, diverses et variées, que d'insérer de la création, de la créativité dans ces nouveaux usages. Et si on revient, et donc voilà, je vous encourage à aller sur la page Instagram, le compte Instagram d'Arte pour télécharger ce filtre. Et si on fait un petit flashback dans les années 2010, ce que l'on a voulu aussi faire émerger quand on a lancé un grand nombre de projets en réalité virtuelle, c'était faire émerger de la créativité sur des usages qui étaient en devenir. On essaie d'être très présent sur les usages qui sont majeurs ou qui sont mainstream, grand public, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, pour ne pas se couper d'un public, évidemment, même pour élargir l'audience potentielle. Mais on essaie aussi de développer la présence de création sur des usages en devenir. Donc la réalité virtuelle, avec ses différentes phases de hype plus ou moins fortes, ça dépend les lancements des différents casques. Là, évidemment, il y aura une nouvelle phase avec le lancement du casque d'Apple. Mais Not So Blindness, c'est un documentaire assez emblématique de ce que peuvent proposer finalement les producteurs, les créateurs français et européens sur des offres, des outils, des casques qui ne sont pas créés en France ni en Europe, qui sont soit américains, soit asiatiques, qui proposent énormément de créations venues d'Hollywood ou venues d'Asie, parce que les constructeurs de casques ont besoin de contenu pour vendre des casques, mais qui laissent finalement peu de place à la création européenne si finalement les médias publics et le CNC ne sont pas là avec les auteurs, les créateurs, les producteurs indépendants pour prendre les risques de proposer des créations originales. Donc Not So Blindness est un exemple de ces créations originales pour faire exister finalement la créativité française et européenne un petit peu dans le monde aujourd'hui, alors qui est très niche, on va dire, de la réalité virtuelle, mais qui est un usage qui peut se développer et qui se développe petit à petit auprès d'utilisateurs et qui est en tout cas prometteur en termes de variété de narration. Et cette logique finalement d'être présent sur différents supports, et notamment des supports sur lesquels on a
des expressions qui sont très polarisées, c'est-à-dire on a quelques gros acteurs mondialisés et plein de producteurs, de créateurs qui ont besoin de faire émerger leur création. C'est également vrai sur le jeu vidéo. Le monde du jeu vidéo est très polarisé avec quelques gros studios que vous connaissez peut-être, qui sont soit américains ou asiatiques. Alors il y a Ubisoft qui est en France, mais il n'y a pas énormément d'autres acteurs européens. Mais on a aussi un savoir-faire, une créativité assez forte. On parlait du Festival d'Annecy tout à l'heure avec la mise en valeur de toutes ces écoles qui forment à l'animation et aussi aux jeux vidéo. Et ce que l'on fait depuis 10 ans, on coproduit et on édite du jeu vidéo pour faire émerger aussi cette créativité-là, lui donner une place, lui donner la capacité de trouver un public. Et là, l'exemple que j'utilise, c'est un projet qui s'appelle Enterre-moi mon amour de Florent Morin et son studio Pixel Hunt, qui montre comment finalement la fiction, le jeu vidéo peut dépasser en fait le pur divertissement que peut être le jeu vidéo. Donc on est dans de la narration interactive, un vrai jeu vidéo, mais qui se base sur des dizaines de faits réels pour reconstituer finalement une œuvre de fiction et toucher un public. Là, on parle d'un sujet très lourd qui est la question des migrants qui viennent du Moyen-Orient jusqu'en Europe. Mais ce jeu vidéo-là a gagné différents prix, notamment un prix dont le titre est intéressant qui s'appelle Game Beyond Entertainment, donc le jeu vidéo qui permet d'aller au-delà du divertissement pur et a permis finalement de s'adresser à des publics qui ne seraient peut-être pas allés sur Arte regarder un documentaire sur ce sujet-là à 20h50, mais qui ont pu avoir finalement accès à cette thématique, à la vision de cet auteur à travers le jeu vidéo. Et tous ces exemples-là, en fait, que je montrais, suivent la même logique qui est celle d'être un service public disponible à l'ensemble des publics. Des publics qui regardent la télé à 20h50, mais aussi de certains qui vont être sur les réseaux sociaux, d'autres qui vont utiliser des outils très nouveaux, certains qui vont jouer aux jeux vidéo et qui vont aussi être intéressés par ces regards d'auteur, d'autres qui sont, et c'est peut-être le dernier exemple, qui sont sur Twitch, qui est une plateforme de streaming au départ de jeux vidéo, mais qui se développe sur plein d'autres thématiques. Et là, on revient peut-être à la base de l'offre documentaire d'Arte. Le doc, avec un K à la fin, c'est une émission de vidéo react. Alors, vidéo react, ça veut dire qu'on regarde ensemble sur Twitch un programme et ensemble, à travers le chat, on peut réagir sur ce programme-là. Et il se trouve que régulièrement, on diffuse des documentaires que l'on a diffusés sur Arte ou sur arte.tv dans le cadre de cette émission sur Twitch. Et là, on rend finalement accessible de la matière documentaire très classique, mais à un public qui est sur Twitch et qui va peut-être s'intéresser à d'autres sujets, le jeu vidéo évidemment, mais plein d'autres choses, mais en utilisant finalement les codes de cette plateforme-là, avec un présentateur qui va nous introduire le documentaire, avec l'utilisation aussi finalement le recours aux personnes qui vont chatter, parce que sur Twitch, on a un chat qui permet de réagir et c'est la base, en fait, la spécificité de cette plateforme. Donc, on va aussi interagir avec les gens qui chattent. Et puis, avec la présence aussi des réalisateurs, réalisatrices du documentaire qui donnent finalement un accès privilégié. Alors, c'est une sorte d'avant-première, finalement virtuelle, mais qui donne cet accès privilégié aux créateurs. Et donc, de trouver comment, à travers l'adaptation de notre proposition à la grammaire, au code de ces plateformes, comment on donne accès à cette matière documentaire-là. Et donc, c'est vraiment tous ces exemples visaient à montrer cela, c'est qu'on essaie de rendre disponible toute la créativité documentaire au plus large public possible, parce que c'est notre logique de service public, cette vocation d'universalité de service public qui veut ça, en s'adaptant, en comprenant et en s'adaptant aux différents codes et grammaires des différents supports où on va être présent. Et comment vous choisissez les projets qu'on vous propose? On va rester sur le documentaire, mais comment vous choisissez? Est-ce que c'est en fonction de format, de l'écriture, du sujet? Qu'est-ce qui va motiver Arte dans un choix de projet? Alors déjà qu'il soit chouette, et pour qu'il soit chouette, c'est
En fait, c'est justement cette adéquation entre l'envie de l'auteur, de l'autrice de raconter le monde dans lequel il ou elle vit, donc son point de vue très fort, mais là, pour le coup, l'adaptation, la cohérence plutôt, entre la forme que cette personne imagine et le support où on va le proposer. On va pas vouloir faire rentrer un rond dans un carré, on va se dire que certains créateurs ont pour usage, envie et façon de s'exprimer tel type de narration. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le documentaire classique, ça peut être les réseaux sociaux parce que ces personnes-là passent énormément de temps dessus. Et on va essayer de trouver la cohérence dans tout cela, avec un autre aspect qui est aussi on essaie de comprendre les publics qui se trouvent sur ces différentes plateformes, pas forcément pour être dans une logique de demande, on reste dans une logique d'offre. On est un service public qui propose des programmes différents à des publics, et c'est d'ailleurs un des défis d'un média comme Arte qui essaie d'ouvrir, je reviens à la carte du tout début, on essaie d'ouvrir, de rapprocher les Européens par la culture, donc d'ouvrir à d'autres cultures sur des réseaux qui parfois enferment sur soi-même. Donc c'est le défi quotidien de se dire comment, sur un réseau qui va m'enfermer sur moi-même, on va essayer de proposer une offre un peu différente. C'est compliqué, mais on essaie d'être disponible pour justement proposer cette porte, cette ouverture-là. Et donc, de trouver cette cohérence entre la vision d'un auteur, d'une autrice, entre notre capacité à rendre disponible ce projet, ce programme sur la bonne plateforme, parce que il y a des endroits où on n'arrive pas, et c'est comme ça. Et ensuite, d'essayer de comprendre comment le public va pouvoir s'intéresser, ou en tout cas tomber dessus, découvrir le programme. Et ça, c'est l'enjeu principal des diffuseurs, d'être découvert. C'est l'enjeu le plus complexe. Justement, ce sera ma dernière question avant de vous laisser la parole dans la salle, mais on parlait des jeunes publics tout à l'heure dans l'étude, vous l'aviez mentionné aussi, jeunes publics au sens large, jusqu'à 25 ans. Vous créez des programmes qui éventuellement vont sur les réseaux qui sont exploités par ces plus jeunes publics. Mais comment on fait signe je vais arrêter de dire jeune public, mais à ces jeunes-là, que ça existe en fait? Comment on leur dit, au fait, il y a ça sur Twitch, il y a ça sur Instagram. Comment on leur fait signe en fait? Comment on arrive à les capter? Ouais. Alors déjà leur faire signe et ensuite les capter, parce qu'une fois qu'ils ont compris qu'on existait, il faut voir comment le programme peut susciter l'intérêt sur la durée et pas uniquement être dans du clickbait, de la logique de visionnage de 1 seconde qui n'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Alors, c'est pas forcément... évidemment, il y a un travail de communication adéquat avec les différents supports sur lesquels on se trouve, mais c'est d'abord la forme du projet qui va faire que, parce qu'il est cohérent avec le support et le réseau sur lesquels il va être présent, et aussi quand même les thématiques, les personnes qui sont à l'écran, la façon le ton utilisé, ce qu'on peut se permettre en fait sur peut-être le numérique, et ce qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué pour un programme de télévision qui doit s'adresser à beaucoup de personnes différentes au même instant. Sur le numérique, on peut peut-être être plus dans parfois l'allusion, la connivence, sur un ton précis, parce que le public va connaître spécifiquement tel et tel sujet, donc ça va entretenir directement ou assez vite justement cette proximité entre le programme et l'audience. Donc en trouvant la forme idéale, normalement on arrive à faire émerger le contenu. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du documentaire, mais typiquement sur la fiction. Alors, sur le documentaire, j'ai montré fragments, mais sur la fiction, on a développé énormément de programmes en vidéo verticale, parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, la vidéo verticale apparaissait de façon plus forte sur un écran de télévision, sur un écran de téléphone, pardon. Et du coup, c'est des choses tout simplement mécaniques, mais ça nous permettait de raconter des histoires différemment, de faire même des programmes documentaires ou de fiction en story, qui est un usage assez récurrent, assez régulier auprès des utilisateurs, et donc de multiplier les possibilités de nous retrouver à différents endroits, différentes façons d'utiliser son téléphone, par exemple, pour un public plus jeune, et surtout de l'adapter aux plateformes sur lesquelles ce public peut se trouver, donc de créer des programmes spécifiques pour TikTok, pour Snapchat, comme on l'a vu avec Fortune, mais d'autres aussi. Sur Snapchat, on a lancé plein d'autres programmes qui ne sont pas des filtres. Voilà, l'idée, c'est de
essayer de trouver le programme qui va coller le plus à l'usage pour aller à la rencontre de ce public-là. Il y a aussi le choix des thématiques un petit peu qui permet de peut-être être plus en cohérence avec ce que peut attendre les publics. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est que la présence d'Arte sur les différentes plateformes colle assez bien avec les âges ou les usages de ces différents réseaux. On est évidemment plus jeune sur TikTok et Snapchat. On a un public assez assidu sur Instagram et YouTube qui est autour de la trentaine, même si c'est de documentaires qui viennent de l'antenne parfois ou d'autres plateformes. Et donc finalement, on ne se dit pas qu'il y a un type de documentaire pour un public âgé, un type de documentaire pour un public plus jeune. C'est la façon la manière à laquelle on va recourir pour s'adresser au public et la façon dont on va trouver les codes, de s'adapter aux codes de la plateforme qui va finalement rendre accessible le documentaire. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a peut-être le temps pour une ou deux questions. N'ayez pas peur. Vous avez vu, il est très gentil. Donc oui, il y a là. Alors derrière vous, il y a un micro qui surgit. Voilà. Bonjour, je suis journaliste à la Correspondance de la Presse. J'avais une question sur les usages en devenir. Hormis la réalité virtuelle, vous prédisez lesquels? Et si l'IA est concernée et déjà développée, comment vous la travaillez en termes de sujets et en termes d'outils avec Arte? Merci. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'essaie de voir un peu quels sont à la fois les nouveaux supports, donc on parle de réalité virtuelle ou de réalité augmentée ou mixte, peu importe. Bon, là, on a vu qu'un nouveau casque allait se lancer, donc ça va relancer forcément l'attrait autour du sujet, autour de l'Apple Vision Pro. Donc la question, c'est de savoir ce que ça va apporter de nouveau, puisqu'on ne parle plus de réalité virtuelle, mais d'informatique spatialisée ou un nouveau terme à apprendre. Ce que je remarque, et après je parlerai un tout petit peu d'intelligence artificielle générative, ce que je remarque, c'est que ces différents outils vont dans le sens d'une sorte d'hybridation des écritures, notamment entre le virtuel et le réel. Voilà, ces supports, même le téléphone permet on voit avec Fortune, d'enrichir le réel par du virtuel et de faire des croisements entre les deux. Donc parfois, ce sont des outils simples qui ne sont pas du tout narratifs, qui enrichissent votre réel, enfin des GPS ou autres, mais l'idée d'y insérer de la narration, de la créativité, je pense que c'est intéressant pour faire de ces outils aussi des lieux d'expression de points de vue et d'expression de créateurs. Donc voilà, je pense que les usages qui vont aller dans cette hybridation-là sont intéressants. L'hybridation aussi entre c'est peut-être un prisme personnel ou très lié à ce que l'on fait au sein d'Arte, mais le croisement entre le monde du jeu vidéo, les réseaux sociaux et la matière, que ce soit documentaire ou fiction d'ailleurs, ou même le divertissement au sens large, je trouve intéressant. Enfin, ce sont les initiatives autour de Fortnite ou autres réseaux. On a longtemps parlé de métaverse avec des lieux qui finalement étaient très virtuels mais très compliqués à accéder parce qu'il n'y avait pas forcément de matière à visionner ou de contenu, mais il y a des lieux virtuels où il y a énormément de personnes, ce sont les jeux multijoueurs. Donc ce lien-là entre réseaux sociaux et jeux vidéo, je trouve qu'il est assez intéressant à creuser parce qu'il va aussi de pair avec l'hybridation des écritures, avec la façon de s'adresser à un public qui vient pas que se divertir, mais qui vient aussi discuter, échanger. Et ensuite, sur l'intelligence artificielle, alors peut-être plus spécifiquement générative, c'est-à-dire celle qui crée du texte, de la photo, de la vidéo. Pour nous, évidemment, c'est un sujet d'étude, un sujet de projet, documentaire ou de fiction. En termes d'utilisation, des tests sont faits. Voilà, on est un peu comme tout le secteur à voir les différents outils qui sont possibles. Pas forcément plus en avance, pas forcément en retard. Ce que l'on voit apparaître et ce que je trouve peut-être intéressant là aujourd'hui à la phase où l'on en est, c'est que certains outils d'IA générative font
potentiellement émerger de nouveaux types de créateurs, d'auteurs notamment. Je pense à tout l'univers autour du graphisme ou de la création, du motion design ou autre, puisque ce sont ces personnes-là qui sont le plus tôt et le plus fortement peut-être touchés ou au contact d'outils très immédiats, enfin les plugins qu'on peut rajouter sur Photoshop ou sur After Effects ou autre, et qui se posent vraiment ces questions pratiques de qu'est-ce que ça veut dire pour moi au quotidien, ces nouveaux outils d'IA générative, et qui en font, qui ont des idées de création de programmes, de contenus originaux, qui utilisent à la fois l'outil mais qui ont aussi un discours sur ces outils-là. Donc voilà un petit exemple sur ce sujet-là, mais on sera amené à en reparler évidemment régulièrement, je pense. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Et oui, et après... Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention, c'est très intéressant. Question concernant les indicateurs de performance, on va dire, qu'on peut retrouver en ligne, donc soit le nombre de vues sur YouTube par exemple, ou le nombre de vues que vous pouvez avoir sur arte.tv. Dans quelle mesure vous regardez ça pour vous dire que ça peut influencer vos choix éditoriaux sur les projets futurs? On voit que chez Netflix, par exemple, c'est pas du tout le même modèle économique, mais qui suit ça de manière très quasiment mathématique. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, ce que je disais tout à l'heure sur le côté une universalité du service public, c'est de se dire qu'on s'adresse au public. Donc évidemment, de faire des programmes qui trouvent aucun écho, aucune audience, c'est ne pas respecter finalement cette mission de service public. Donc on regarde les performances de ces différents contenus. Simplement, on n'a pas cette logique unique c'est pas notre seul critère de création ou de créativité. Dans les exemples que je vous ai montrés là, il y a énormément de projets qui étaient là pour initier finalement des projets créatifs dans des lieux qui n'étaient pas forcément des lieux avec une audience énorme, mainstream, très acquise ou quasi sûre. Je pense à la réalité virtuelle, je pense à Twitch ou autre. Se lancer sur Twitch, c'est un défi pour un média, puisque au départ, cette plateforme de streaming de jeux vidéo n'est pas forcément dédiée à ce type d'usage-là. Donc, le tableau de bord n'est pas constitué uniquement de performances de vidéos vues. On va se dire que évidemment, avoir touché un public, une audience, ça permet de confirmer les choix qu'on a pu avoir en amont, mais c'est d'abord le projet qui va nous convaincre avant de se dire quels sont les critères de vidéos vues. Après, on essaie de varier les supports sur lesquels on est présent pour justement avoir ces différents types de relations avec les publics. Par exemple, je reviens sur Twitch, en termes de vidéos vues, on va pas être sur des scores qui vont dépasser YouTube ou même arte.tv. Par contre, la qualité de l'échange avec l'audience, elle sera très forte, puisqu'on est dans l'interaction vraiment directe, ce qui n'est pas possible à la télé, ce qui est plus compliqué sur d'autres sites. Et donc, finalement, ça nous donne une relation beaucoup plus qualitative avec ces audiences-là, une proximité beaucoup plus forte avec ces audiences-là. Donc, on va avoir d'autres critères encore sur cet aspect-là. Et enfin, évidemment, la qualité intrinsèque du programme, c'est un aspect important. Donc, à la fois la qualité du travail avec les équipes. Alors, sur les programmes numériques, je pense spécifiquement sur ce que j'ai montré, la capacité d'innovation aussi, d'être présent à un endroit où on peut ne pas nous attendre. Je pense aux jeux vidéo, je pense à la réalité virtuelle, je pense aux filtres Instagram, je pense à d'autres endroits de ce type-là. C'est pour nous aussi important parce que ça nous permet de nous immiscer finalement auprès de publics pour qui Arte n'est peut-être pas naturel, ne va peut-être pas naturellement aller voir Arte. Le jeu vidéo, c'est l'exemple le plus frappant. On a vu énormément de commentaires autour de vidéos, de nos jeux vidéo, autour de nos présences à différents endroits, lieux, festivals ou événements de jeux vidéo, de personnes qui n'avaient pas du tout idée que Arte pouvait s'adresser à eux.
donc à travers du jeu vidéo qui peut être très orienté fiction, très orienté documentaire, ça va dépendre des types de jeux, mais voilà un peu les différents critères qui peuvent jalonner nos choix. Et évidemment, d'abord, le fait d'arriver sur la matière documentaire à porter un message qui permet de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Enfin, c'est le critère principal, puisque je reviens encore une fois au tout début, la mission d'Arte, la vocation d'Arte, elle est là pour finalement faire mieux comprendre le monde dans lequel on est et mieux se comprendre entre différentes nationalités. Merci beaucoup Gilles pour cette intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.